Bonjour et bienvenue à tous à cet atelier Inbound Marketing en B2B, ça fonctionne de la petite entreprise au grand compte. On est trois à intervenir et je vais laisser Violaine se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Violaine Cronier, je travaille pour le compte Unit4. Donc Unit4, c'est une société qui est éditeur et intégrateur de solutions ERP, CPM et Best in Class dans le secteur des services. Donc, nous, on travaille sur 4 verticaux principaux, tout ce qui est services professionnels, services financiers, organisation à but non lucratif et enseignement supérieur. Donc, par rapport à ces 4 verticaux, on doit vraiment avoir des messages de valeur et des messages clés pour eux. Unit4, c'est une société donc internationale, on est plus de 5000 collaborateurs dans le monde et plus de 500 millions de chiffres d'affaires. La maison mère est aux Pays-Bas. On a une forte activité en Europe et personnellement je travaille pour la filiale française que j'ai rejoint en 2014 pour développer la stratégie digitale. C'était un moment où la société avait justement changé son site internet au niveau du groupe et on avait de forts enjeux en France de référencement et c'est dans cette optique qu'a commencé notre collaboration avec Magnetic Way 2 ans plus tard en 2016. Donc aujourd'hui, travailler avec des personnes qui transforment leur passion en action, c'est aussi l'un de mes moteurs pour toujours travailler sur une stratégie de marketing qui soit dans l'air du temps. Et c'est dans cette optique qu'on a collaboré avec Magnetic Way depuis avril 2016. Donc ça, c'était Violaine qui interviendra donc pour le grand compte. Et nous avons Benoît. Donc Benoît Bruland, société HumanPerf Software, donc, qui représente le petit compte, la petite société, moins de 10 personnes. HumanPerf Software existe depuis maintenant une quinzaine d'années et on a conçu une plateforme qui permet de digitaliser chez nos clients plutôt grands comptes le processus, la démarche d'innovation collaborative, démarche de transformation, démarche d'amélioration continue. Donc on va bientôt fêter notre 15e anniversaire courant juin. Et depuis finalement jusqu'en 2017, on ne faisait que du AdWords. Alors on avait essayé de faire d'autres choses, des communiqués de presse. Pendant des années, on a essayé de sortir un blog sans jamais finalement réussir à produire quoi que ce soit. Donc beaucoup de coups d'épée dans l'eau réalisés de manière non coordonnée, avec le sentiment finalement, au bout de 12 ans, de un peu ramer dans le sable sur tous ces sujets marketing. Et donc en 2017, on a rencontré Magnetic Way, avec qui on a décidé de contractualiser, avec finalement 3 ambitions. La première ambition qui était de sortir de l'ombre. Aujourd'hui, on existait sur le web et notamment sur Google qu'au travers d'AdWords. Voilà, on est complètement inexistant sur les pages de Google. Donc sortir de l'ombre. Deuxième objectif, essayer de mieux connaître toutes les personnes qui viennent sur notre site sans forcément tout de suite demander une demande de démo parce qu'ils ne font pas dans cette phase-là. Donc comment on arrive à mieux connaître toutes ces personnes qui ne sont pas tout de suite dans une phase de demande de démo, dans une phase d'acquisition. Et enfin, troisième objectif, je l'ai évoqué, c'est sortir de cette dépendance avec AdWords. C'est-à-dire que si demain, Google et notamment AdWords décidaient de bannir HumanPerf, on n'existait plus. Voilà. On avait une dépendance totale vis-à-vis d'AdWords qui était un petit peu gênant. Ok. Et du coup, Magnetic Way, je suis le fondateur de Magnetic Way. Et Magnetic Way, en fait, c'est une réponse à un constat que j'ai vécu quand j'étais salarié. En fait, pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le secteur informatique. Et j'ai occupé différents postes, marketing, commercial, directeur marketing, directeur commercial et marketing. Et je n'ai jamais trouvé une agence qui était totalement spécialisée pour mon secteur d'activité. Et dans l'informatique, une des complexités qu'on a, c'est les cycles de vente. Violaine, je pense les commerciaux peuvent mettre 18 mois à vendre une solution ERP entre le premier contact et la signature du contrat. Benoît, c'est un petit peu plus rapide, ça peut se déclencher, mais c'est quand même quelques mois. Et du coup, quand on trouvait des agences de marketing digital ou d'inbound marketing qui bossaient pour des restos le matin et qui bossaient pour nous l'après-midi avec des cycles de vente B2B ultra complexes, c'était le grand écart, ils ne comprenaient rien, ce qu'ils faisaient, ça n'avait pas de sens. Et je n'avais qu'une trouille, c'était que les prospects tombent dessus.
Donc du coup, je me suis dit un jour ou l'autre, il faudra créer une agence qui, au lieu de faire tout un tas de trucs pour tout un tas de marchés différents, fera tout un tas de trucs, mais que pour le secteur informatique. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 6 personnes et on accompagne 25 éditeurs de logiciels, de la petite entreprise au grand compte, dans leur stratégie inbound marketing. Voilà le sommaire pour vous donner une vue globale de ce qu'on va parcourir ensemble. Au départ, j'ai souhaité revenir sur la méthodologie et les fondamentaux. Je ne doute pas à 14h10 que vous soyez déjà avertis sur la méthodologie. Néanmoins, j'aimerais bien revenir sur quelques fondamentaux pour les partager avec vous. Et ce qu'on s'est dit avant d'aller dans le détail de toute la méthodologie inbound, c'est qu'avec Benoît, on allait partager un exemple concret de A à Z. La méthodologie et les fondamentaux. La méthodologie et les fondamentaux, c'est assez simple, vous l'avez vu dans les 4 étapes de l'inbound qu'on va voir dans le slide suivant. Mais en préambule, j'aimerais rappeler que toute stratégie de marketing digital repose sur 3 piliers de la performance qui sont souvent oubliés ou qui sont souvent, s'ils sont traités tous les 3, traités dans le mauvais sens. Et quand on les traite dans le mauvais sens, on gaspille son temps, on gaspille de l'énergie, on peut même se décrédibiliser au bout de quelques mois où on va justifier les investissements qui sont faits. Il y a plein de gens qui se disent « je vais aller faire tout un tas de trucs sur les réseaux sociaux », certes, mais s'ils n'ont pas fait en sorte de s'assurer de convertir leur audience ou d'intéresser suffisamment leur audience pour l'engager, je crois que ça a été repris par Rand Fishkin ce matin, mais l'engager l'audience, donc faire en sorte que les prospects s'engagent avec vos contenus, avec votre marque, et du coup on perd beaucoup de temps. Donc les 3 piliers sont simples. La première chose, c'est de vérifier si vous êtes trouvé à tous les points d'interaction que vos prospects ont avec des médias, des Google, un moteur de recherche, on va beaucoup parler SEO. Voilà, faire en sorte que vous soyez trouvé, et ça c'est fondamental. Donc, AdWords est une solution pour être trouvé. Il se trouve juste qu'elle est payante, donc le jour où vous fermez le robinet, il n'y a plus rien du jour au lendemain. Le SEO, c'est plutôt une stratégie, un investissement à long terme, mais une fois que vous êtes premier dans Google, c'est un petit peu compliqué pour les concurrents de venir vous en déloger. Donc voilà, c'est tous ces mécanismes pour être trouvé. Et une fois que vous êtes trouvé, que vous attirez les gens sur vos environnements, votre site, un blog, un espace, c'est de s'assurer que vous puissiez les convertir. Donc vous ayez des contenus suffisamment premium, et pas bullshit, des contenus suffisamment intéressants pour qu'ils vous laissent leurs coordonnées. À l'ère du GDPR, on va voir que laisser ses coordonnées, c'est plus comme il y a quelques temps. Donc du coup, les contenus ont intérêt à être très intéressants. Et enfin, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez une mécanique où vous êtes trouvé, vous arriverez à convertir votre audience. Du coup, vous pourrez chercher à augmenter cette audience, puisque le web est un espace en expansion constante. Donc à l'heure où on se parle, il y aura encore de nouveaux sites, il y aura encore de nouveaux médias, etc. etc. Donc vous pourrez chercher à augmenter cette audience. Et donc ça s'inscrit parfaitement dans la méthodologie de l'inbound marketing. Et ce qui est intéressant dans les témoignages que vous allez avoir de Benoît et de Violaine, c'est qu'ils ont agi sur toutes les étapes de l'inbound marketing avec notre équipe. Et donc, avec eux, on a fait du blogging, on a fait du référencement, on a travaillé les réseaux sociaux, on a travaillé tout ce qui était conversion, livre blanc, on a varié les formats de conversion, on a travaillé les scénarios de marketing automation, et bien entendu, on a fait en sorte que les clients soient des promoteurs sur les réseaux sociaux. Donc, que garder en tête dans toute démarche d'inbound marketing? Si vous devez garder un truc en tête, c'est de rechercher l'engagement du visiteur. On vous l'a peut-être déjà dit ce matin, du coup, je réinsiste sur le sujet. Il faut chercher à l'engager. Et on va voir que l'engager ne peut reposer que sur la valeur. Donc, la clé en inbound marketing, c'est d'être intéressant avant d'être intéressé. C'est fondamental. Si vous produisez des contenus, si vous cherchez à avoir des communications, des publications qui sont centrées sur vous, sur vos produits, forcément, vous aurez un taux de retour qui sera médiocre. Si vous cherchez avant tout à vous intéresser à la cible, et c'est pour ça qu'en inbound marketing, on accorde autant d'importance aux buyers persona, on verra qu'il n'y a pas que ça qui compte, mais les buyers persona, c'est fondamental d'avoir des contenus intéressants pour eux avant que vous soyez intéressés. Et du coup, c'est l'exemple qu'on va prendre de A à Z. Alors, dans le cadre de cet exemple, je vais vous expliquer ce qu'on a mis en œuvre avec Magnetic Way pour identifier et mieux connaître les personnes qui venaient sur notre site. Et dans le cadre de cet exemple, je vais m'appuyer sur le mot-clé innovation participative. Donc, en tant qu'éditeur, nous, on vend un logiciel pour piloter les dispositifs d'innovation participative. On aurait pu mettre logiciel d'innovation participative, mais l'objectif, au travers du référencement naturel, c'est d'identifier les personnes qui s'intéressent au sujet, donc très en amont de l'acte d'achat. Donc là, on va vous dérouler un exemple sur
le mot-clé innovation participative. Donc, comme je vous le précisais en intro, pendant quasiment 14 ans, on n'existait qu'au travers d'AdWords. Donc, c'est ce que vous voyez là-haut, et c'était plutôt pas mal pour ceux qui étaient intéressés et qui nous demandaient une démo. Assez rapidement, et je suis toujours ému quand je vois ça, encore aujourd'hui, 12 mois après, finalement, on a réussi à obtenir assez rapidement des résultats en première page, voilà, ce qui était complètement inexistant il y a encore 12 mois. Donc maintenant, quand vous tapez innovation participative dans Google, vous retrouvez AdWords, et vous retrouvez ici des articles de blog qui nous ont permis de nous positionner en première page. Voilà, donc, et l'objectif de ces articles, c'est d'aller capter l'attention des personnes intéressées par le sujet. Donc l'objectif, c'est qu'elles puissent cliquer sur cet article, et comme le précisait Hervé, l'objectif, c'est d'être intéressant avant d'être intéressé. Donc l'objectif, c'est de leur proposer un article à forte valeur ajoutée, qui met en avant notre expertise, la valorise, mais qui va, à un moment donné dans l'article, assez rapidement leur proposer un CTA, un Call to Action. En fait, on va leur proposer de cliquer sur un bouton qui va les emmener sur une page qui va leur permettre d'avoir accès à un e-book pour leur proposer davantage d'informations. Et c'est au travers de cet e-book qu'on n'utilise pas pour améliorer notre référencement, mais véritablement pour essayer de récupérer les coordonnées de cette personne de manière à ce qu'on puisse l'identifier. Donc quand elle clique sur le bouton télécharger, elle va arriver sur une landing page où on va valoriser le contenu de l'e-book pour être sûr qu'elle ne reparte pas. Et puis tout de suite après, on va lui demander de renseigner ses coordonnées, donc nom, prénom, entreprise, email, etc. Tout en respectant les recommandations du RGPD. Et une fois qu'elle va faire ça, on va automatiquement dans la foulée lui envoyer un email de manière à ce qu'elle puisse télécharger l'e-book. Dans cet email, on va commencer à amorcer les choses, c'est-à-dire qu'on va lui proposer du contenu à forte valeur ajoutée qui pourrait également l'intéresser. Et une fois qu'on a capté cette information, cette personne va se retrouver dans notre outil de marketing automation. Donc voilà, elle est identifiée, on connaît les sujets qui l'intéressent, on sait mettre un nom, un prénom, une entreprise sur cette personne, et on peut commencer à engager des échanges avec cette personne sous la forme de scénarios de marketing automation. Alors nous, on n'en est pas encore là en termes de volumétrie, mais voilà, cette personne qu'on ne savait pas identifier avant, qu'on ne connaissait pas, c'était un visiteur avec une adresse IP qui venait sur notre site. Aujourd'hui, cette personne, on la connaît, elle sait où elle travaille, et on sait quels sont ses intérêts. Voilà. Ce qu'on a souhaité, c'est avant d'aller dans le détail, de partager avec vous comment la démarche a été organisée. Et une des erreurs, peut-être que je me répéterai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que faire de l'inbound, c'est faire du contenu. Voilà, donc si on fait du contenu, on fait de l'inbound. C'est un tout petit peu plus riche et intégré que ça entre les différents postes. Mais pour nous, chez Magnetic Web, pour toute l'équipe, on est convaincu d'une chose, c'est que la préparation, alors c'est une lapalissade, hein, ce que je dis, la préparation c'est 90% du succès. Néanmoins, on est convaincu que ça doit s'inscrire dans une vraie démarche, dans un vrai plan d'action, et que donc ça doit être organisé, préparé, planifié. Et il y a souvent, en plus, quand on construit les plans d'action pour nos clients, il y a souvent une logique, soit de capitaliser sur l'existant, soit de créer tout de suite des nouvelles choses. Les plans d'action sont différents pour chaque client, mais ils sont bien construits. On sait quand on va le faire, comment on va le faire, quel KPI on va suivre par rapport à ces actions qu'on aura entreprises au fur et à mesure. En fait, la raison pour laquelle on s'est planté jusqu'en 2017, c'est que on pensait que c'était plein de choses simples, qu'il suffisait d'activer du contenu à droite, à gauche, et on n'a pas du tout fait ça de manière coordonnée avec une vision globale de là où on souhaitait atterrir. Et c'est en ça où je rejoins ce que dit Hervé, on est vraiment sur l'enjeu, c'est de préparer cette stratégie d'inbound marketing et de savoir exactement où on veut atterrir à 12 mois et finalement après chaque trimestre. Donc on a fait un gros travail de préparation quand on a contractualisé en septembre 2017. Ça s'est suivi par un gros travail de préparation où finalement on a échangé sur nos terrains de jeu, les mots-clés qui nous intéressaient, comment AdWords nous permettait de nous positionner sur certains de ces mots-clés. On a parlé de la concurrence, comment elle se positionnait.
Enfin bref, on a abordé tous ces sujets, on a fait un audit complet avec Hervé de la situation actuelle, et on s'est fixé des objectifs d'aller chercher des positions grâce au SEO, on s'est fixé des objectifs de moyens d'aller chercher ces positions, et finalement on a construit un plan d'action dont le livrable était un calendrier éditorial. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas lancé en janvier avec la publication d'articles de façon un peu ad hoc comme ça. On a construit un calendrier éditorial et on savait exactement ce qu'on allait produire et livrer chaque mois, à savoir, on était assez ambitieux, 2 articles de blog, 3 e-books sur l'année, et on s'y est tenu. Donc dès janvier, on a commencé à publier les premiers articles de blog sur lesquels on souhaitait tout de suite aller chercher des positions, donc notamment innovation participative, associée avec les e-books pour aller chercher le contenu. Et en 4 mois, on a tout de suite eu des résultats assez remarquables. Donc ça, c'était la première étape. Ça nous a permis de faire un premier bilan. Et par rapport à ça, on a décidé d'accélérer, et notamment en diversifiant les contenus. Donc au début, on présentait tout simplement des contenus sur des retours d'expérience, des exemples, des bonnes pratiques. On a diversifié les contenus sous la forme de retours d'expérience client, de focus sur des méthodologies qui sont connues. Et on a aussi commencé à taquiner LinkedIn, sachant qu'on avait pris un gros gadin sur LinkedIn avant. Et on a commencé à faire des choses avec LinkedIn sur lesquelles je reviendrai, qui étaient assez intéressantes. Et donc là, on est dans une dernière phase, mais qui est une phase permanente et continue, d'optimisation pour essayer d'aller chercher encore des meilleures places au niveau du SEO, et puis de diversifier les contenus. Voilà, donc il ne s'agit plus de s'arrêter maintenant, il s'agit d'accélérer pour améliorer notre positionnement. Chez Unit4, le contexte était assez différent, puisque nous, on venait d'avoir un refresh de notre site internet Monte, donc une refonte totale du site internet qu'on avait donc localisé en version française. Donc on avait beaucoup de contenus intéressants, des pages secteurs, des pages produits, des articles de blog. On avait également des livres blancs. Donc nous, tout l'enjeu, c'était vraiment de relever le challenge du référencement. Parce que, en traduisant tous ces éléments-là, on avait quand même un gros déficit de référencement. Donc on a commencé notre collaboration en faisant le diagnostic de l'existant et en imaginant quel contenu allait pouvoir intéresser nos cibles en termes de référencement. Donc le début de la collaboration, c'était vraiment mener des interviews auprès de nos bailleurs personas, donc en interne, parce que nous, par exemple, on s'adresse au DAF pour vendre nos logiciels, et on avait un DAF dans notre société qui était une société de service avec qui il était également passionnant d'échanger pour comprendre ses enjeux, ses problématiques. Donc on a mené ces interviews en interne pour des soucis de facilité, mais il faut surtout étendre ces interviews à l'externe et aller chercher quels sont les enjeux et les problématiques de nos clients, par exemple. Donc ça nous a permis d'avoir aussi beaucoup de matière d'interviewer nos clients, mais aussi d'interviewer des prospects qu'on avait perdus. Toutes ces interviews-là nous ont permis de trouver la matière pour aller rapidement sur notre deuxième étape, qui était de créer ces contenus, avec comme priorité d'acquérir un positionnement SEO fort sur des expressions clés, comme ERP SaaS, ERP Cloud. Donc, on a produit énormément de contenu la première année, 14 articles de blog côté Unit4. Et notre troisième objectif, dans la continuité de cette création de contenu d'articles de fond, c'était d'améliorer nos conversions. Parce qu'on avait, comme je vous disais, un certain nombre de contenus qu'on avait traduits du groupe, avec des conversions qui étaient bonnes, mais là, tout l'enjeu, c'était d'avoir des contenus qui soient locaux et très en phase avec les attentes de notre audience pour accélérer sur ces conversions-là. Donc, dans cet objectif, on a créé sur 2016 4 e-books, Et ça a été vraiment nos deux focus. Et dans la même logique que Benoît, avec l'agence, on continue, on analyse ce qu'on fait, on analyse le positionnement de nos mots-clés, on analyse les conversions, comment est-ce qu'on peut optimiser nos landing pages. Donc, c'est un travail qui est assez continu avec l'équipe. Et chez Unit4, ça nous a vraiment aidé de passer par une agence pour nous accompagner dans ce plan d'action, parce que ça nous donnait la garantie d'une méthodologie,
d'un respect des deadlines, d'un partage de bonnes pratiques, et surtout de travailler avec des experts techniques qui, en plus, connaissaient notre secteur d'activité. Ça nous a vraiment donné de la valeur et ça nous a permis d'accélérer assez vite sur toute cette production. Donc la base de l'inbound marketing, c'est les buyers persona. Ok, super, tout le monde en fait, c'est génial. Mais comme dit mon associé Damien, les buyers persona, c'est pas que pour le plaisir. Il y a autre chose derrière et il faut voir tout ce qu'il y a autour. Donc évidemment, nous, dans les démarches qu'on a de l'inbound marketing, on crée des buyers persona qui sont complets. On va définir le profil type des personnes qu'on veut cibler. Un DAF dans une société de service, un responsable innovation dans une grosse boîte industrielle, par exemple. Et on va essayer de voir, évidemment, dans les interviews qu'on va mener, puisque nous, dans la démarche, on demande à interviewer les clients de nos clients et les prospects perdus, pour discuter avec eux en toute liberté et leur demander quels sont leurs objectifs, comment leur métier évolue. On essaye de bien comprendre les tenants et aboutissants qui vont avoir, je le dis grossièrement souvent de cette manière-là, on essaye de savoir ce qu'il y a dans leur lettre de mission et ce qui conditionne le versement de leur prime à la fin de l'année, puisqu'on sait que cette année, ça va être leur objectif principal. Et donc ces objectifs principaux, ils vont nous servir à identifier des thèmes, des problématiques, des enjeux sur lesquels, si les solutions qu'on propose apportent des réponses, et ben on va pouvoir prendre la parole. Et prendre la parole, ce ne sera pas pour promouvoir nos solutions, ce sera pour promouvoir notre capacité à bien comprendre ces problématiques, à comprendre quelles en sont les solutions, les enjeux, et comment seulement à la fin, une fois qu'on a fait passer cette idée, notre produit pourrait y répondre. Et on s'attache aussi à d'autres choses quand nous on fait les interviews des buyers persona. On est en B2B, donc on réserve entreprise à entreprise, mais c'est des humains quand même qu'il y a derrière. Et on essaye aussi de voir aussi ce qu'on appelle les goals perso, donc les objectifs perso qu'ont ces gens-là. Je prends un exemple classique dans notre secteur, l'informatique. Un des buyers persona clés, c'est le DSI. Et le DSI, ces dernières années, il a un peu fait face à de la perte de pouvoir en interne. Il s'est retrouvé face à des Chief Digital Officer qui ne savaient pas trop comment le gérer et quelle était la mission et ce qu'il devait faire. Le DAF a trouvé que les budgets dérapaient, il a souvent repris le contrôle et dans beaucoup de COMEX, le DSI est parfois représenté par le DAF. Donc ça pose des vraies problématiques personnelles pour lui. Et donc on s'est dit, nous aussi, tiens, ça c'est un axe à exploiter, c'est comment est-ce qu'il peut reprendre de la maîtrise, reprendre du contrôle finalement. On lui dit à modéliser comment reprendre du pouvoir. Donc ça c'est intéressant. Et de toute façon, les buyers persona, c'est la base, mais il y a énormément de choses autour, et notamment un point qui est essentiel pour moi, c'est l'évolution du marketing. Du coup, je vous fais une rétrospective en 40 secondes. Le marketing 1.0, celui de nos parents et grands-parents, c'était vendre des produits. Dès que vous sortiez un produit, il était acheté, parce que de toute façon, il n'y avait pas assez de produits. Donc, il suffisait de sortir un produit, il était vendu. Pas de problème, là, le marketing ne servait strictement à rien. Ensuite, le marketing s'est un peu développé. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de produits. Et donc, quand on voulait un produit, un aspirateur, j'en sais rien, et bien du coup, les aspirateurs, il y en avait plein avec plein de fonctions, plein de concurrents, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on a créé? Le marketing de la différence, le positionnement différenciateur. En quoi votre produit va apporter un bénéfice que vous êtes le seul à pouvoir à prétendre. Et donc ça, c'est ce que les Anglais appellent l'USP, l'Unique Selling Proposition, voilà, etc., etc. Mais aujourd'hui, on est encore plus loin. C'est qu'aujourd'hui, non seulement vous devez avoir des bons produits, non seulement ils doivent être différents des concurrents, donc toute démarche d'inbound marketing doit inclure le comparatif avec vos concurrents. Qu'est-ce que vos concurrents racontent et c'est quoi leur message et en quoi ils se différencient? Parce que si vous faites ni plus ni moins que la même chose ou que vous êtes dans le même registre de communication, vous ne vous différencierez pas. Mais en plus de ça, vous devez faire en sorte de comprendre quelles sont les valeurs auxquelles vos prospects adhèrent, ce à quoi ils vont être sensibles en termes de transformation de la société, en termes de communauté, parce que vous devrez prendre la parole et sur ces sujets-là également. Donc les démarches RSE, typiquement, votre engagement sur l'environnement, c'est pas parce que vous êtes dans une société de service qu'il y a un moment, votre engagement pour l'environnement ou la responsabilité sociale et environnementale ne va pas compter dans une décision d'achat. Il suffit d'interviewer un acheteur dans un grand groupe pour qu'il vous dise cette année, de toute façon, moi je dois référencer des fournisseurs qui ont une politique RSE engagée parce que je dois m'en servir pour communiquer moi aussi là-dessus. Donc tout ça, il faut le découvrir, il faut aller au-delà du simple fait, ok, mon produit fait ça, comment je peux vous aider? Sinon, forcément, ce sera moins bon. Donc, quand on le ramène à la démarche d'inbound marketing, tous les contenus, tous les messages qu'on va délivrer, on doit faire en sorte qu'ils soient réellement différenciants. Et ça, c'est un point clé, parce que si à un moment vous êtes pris par le temps, vous voulez aller vite, et vous vous dites, vous faites 3 articles de blog, c'est super, ça va faire quelque chose, on retombera dans l'écueil que Benoît a commenté au début, en disant, ok, on a fait 3 articles de blog, il ne s'est rien passé. Donc non seulement, techniquement, ils doivent être réfléchis, ces articles, mais en plus, ils doivent être vraiment
différenciant. Donc effectivement, pour compléter ce que dit Hervé, un élément important pour trouver nos axes de communication et nos contenus, c'est de varier la source de nos interviews. Donc comme je disais tout à l'heure, quand on a la chance d'avoir des bailleurs personnages qui peuvent exister en interne, ne nous privons pas. Mais c'est vraiment aussi important de pouvoir prendre du temps avec nos clients, avec nos prospects perdus. On arrive quand même souvent à les approcher, puisqu'ils apprécient qu'on souhaite discuter avec eux dans une démarche de qualité. Donc on passe du temps à varier les interviews et c'est important de prendre ces semaines et parfois ces mois, parce que le plus difficile, c'est d'avoir de la disponibilité chez les clients pour qu'ils nous les accordent. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et une fois qu'on a ces contenus-là, ce qui est aussi assez important, forcément, c'est de faire un benchmark des concurrents, de voir sur quel message de valeur on va être capable de se différencier. Donc, il y a aussi un travail d'analyse qui est assez important à ce niveau-là. Et enfin, de penser à rafraîchir les interviews assez régulièrement pour être sûr de toujours évoquer les sujets les plus porteurs. Donc, dans cette slide ici, on a un exemple concret d'une fiche que l'agence est capable de produire à l'issue des interviews avec l'un de nos bailleurs personnels. Donc l'exemple, c'est le CFO. Donc on a toute une partie de l'interview qui va être sur le business as usual, donc être sûr, valider qu'on a bien compris les problématiques business un peu day-to-day de notre bailleur personnage. Donc là, il n'y a pas vraiment normalement de surprise. C'est ce qui est requis, ce qui ne fait plus la différence. Donc, quelle est sa problématique au jour le jour, mais quels sont aussi les médias sur lesquels il s'informe, quels sont les médias qu'il va utiliser pour rechercher des potentiels partenaires. Donc ça nous permet d'avoir un certain nombre d'informations qu'on pourra aussi utiliser par la suite pour nos campagnes de marketing en ligne, par exemple. Donc on a un autre élément sur cette fiche qui est d'identifier toutes les tendances majeures auxquelles fait face notre bailleur personnage. Ces tendances majeures, elles vont nous permettre d'alimenter nos articles. Donc on passe aussi beaucoup de temps là-dessus. Le troisième élément important, c'est d'interviewer ces bailleurs personnels sur les signaux émergents. Donc là, on va vraiment essayer de trouver quels sont les sujets prospectifs qui vont faire la différence, où on va pouvoir avoir leur intérêt, où on va pouvoir les accrocher, tout ça dans la logique de nos contenus de conversion. Donc d'aller un pas plus loin grâce à ces signaux émergents que l'on va réussir à identifier, et grâce aussi, comme le disait Hervé, aux objectifs personnels de ces personnes. Donc c'est vraiment un élément sur lequel on travaille lors de l'interview. Et le contenu qu'on extrait aussi de ces interviews et qui nous sert dans d'autres médias, c'est des citations. Parce que extraire certaines quotes de ces interviews nous permettent de les mettre en lumière, par exemple, sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. Donc c'est vraiment important pour nous d'extraire tout ce contenu et de l'utiliser au mieux. Sur cette slide-ci, du coup, une fois qu'on a identifié toute cette matière, tout ce contenu, on a plusieurs façons de l'utiliser. Et là, il ne faut pas se tromper d'objectif. Donc on peut se donner deux objectifs. On va rédiger des articles de blog qui vont être soit destinés vraiment purement au référencement, comme vous montrait Benoît tout à l'heure. Donc là, on va s'atteler à des mots-clés qui sont importants pour nous. Par exemple, nous, on est un logiciel, on est vendu dans le SaaS, on fait de l'ERP, donc ça a été important pour nous d'essayer de se positionner sur des mots comme ERP Cloud, ERP SaaS. Et à ce moment-là, la rédaction de l'article, elle est vraiment faite en pensant SEO. Donc toute la démarche est vraiment axée autour du mot-clé. Ou soit, on se donne un objectif vraiment différenciateur par rapport à nos bailleurs personnages, où là, on va essayer de leur apporter un regard novateur, une expertise, d'aller dans le sujet en profondeur. Et on se rattache bien sûr à nos interviews pour déceler ces sujets. Et comme exemple, on avait illustré transformation digitale des ONG, partir à la renquête des nouveaux donateurs. Donc ça a été un sujet assez fort à la fin de l'année 2018, sur lequel on a eu beaucoup de partages, ou un sujet qu'on avait identifié avec notre DAF sur faire ses prévisions budgétaires à l'intuition, qui peut être un sujet un petit peu décalé, sur lequel on a eu aussi beaucoup de partages. Donc ces articles de blog définis, la slide d'après vous présente au fait les contenus de conversion pour les bailleurs personnages. Donc là, l'idée c'est vraiment
d'aider les meilleurs personnages quand on construit ces contenus de conversion. C'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter pour les aider dans leur quotidien. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment d'apporter notre expertise sur ce point et de s'exprimer sur des sujets qui vont les interpeller plus que sur des sujets ayant attrait à nos produits ou à nos services. On peut parfois être tenté de le faire, mais on se rend compte que les conversions sont quand même vraiment moins bonnes quand on va sur ces sujets qui sont quand même assez naturels. Donc dans la slide, on a par exemple l'e-book « Comment diffuser la culture financière du DAF à tous les étages » qui est un sujet assez récurrent chez les DAF en ce moment et qui nous amène énormément de conversions dans notre CRM. Ou un autre qu'on a identifié sur beaucoup d'études et à travers nos interviews aussi sur le DAF et la gestion des talents. Enfin, sur cette slide, c'est un peu un exemple concret des citations qu'on a pu extraire de nos interviews. Comme je vous le disais tout à l'heure, on s'en sert pour les mettre en page, faire une petite création graphique et communiquer sur nos réseaux sociaux. Parce qu'on le sait tous, nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc on n'est pas surpris de noter des engagements assez forts sur ce type de post. Et c'est aussi intéressant pour nous, du coup, d'utiliser ce contenu sur les réseaux sociaux. Donc du coup, une fois qu'on a identifié à qui on va s'adresser et puis quels sont les sujets qui vont être pertinents, il y a nécessairement la question de se poser, ok, qu'est-ce qu'ils recherchent dans Google? Et là, on va parler du SEO. Et donc le SEO, en 2 minutes, je vais essayer de vous faire comprendre l'essentiel qu'il y a à garder en tête. Le SEO fonctionne en fait sur 3 piliers fondamentaux que sont la technique, la sémantique et la notoriété. La technique, c'est la manière dont vous allez coder la page HTML que le robot va analyser. Donc c'est les balises, meta title, les H1, H6, et toutes les balises que vous allez mettre dedans, etc., etc. La sémantique, c'est tout ce que vous allez y raconter. Et la notoriété, c'est tous les sites internet qui vont pointer vers le vôtre. Okay ? Êtes-vous populaire sur le web? Est-ce que vous avez 100 domaines qui font des liens vers votre site, ou est-ce que vous en avez 800? Et ce ne sera pas du tout la même chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 3 piliers n'ont cessé d'évoluer dans le temps. Vous avez 2 courbes qui ne sont pas d'un point de vue mathématique très précises, mais qui ont le mérite de vous faire comprendre qu'il y a 18 ans, grosso modo, vous faisiez n'importe quoi sur votre site, tant que vous aviez des liens, vous aviez du trafic. Cette époque est totalement révolue. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la sémantique, ce que vous y racontez. Donc, tous les gourous comme Rand Fishkin qui sont intervenus ce matin au SEO vous le disent. Aujourd'hui, les robots intègrent de plus en plus de machine learning. Ils apprennent, à chaque fois qu'ils font une analyse d'une page, ils apprennent de leur analyse. C'est de l'intelligence artificielle. Ils sont de plus en plus capables de comprendre si vous avez écrit quelque chose qui est réellement pertinent pour un sujet, donc des mots-clés que vous visez, ou pas. Il y a même un spécialiste du SEO français qui avait fait une étude en disant de toute façon aujourd'hui si vous visez le top 5 de Google, c'est entre 1200 et 1500 mots, la moyenne du nombre de mots sur les pages qui sont positionnés dans le top 5 de Google. Tout le monde fait des articles de blog hyper riches, hyper développés, avec une sémantique très développée, et ça c'est hyper important. Et deuxième truc que je voudrais partager avec vous, Alexa, Google Home, c'est pas qu'un gadget. En fait, notre manière d'interagir, surtout en B2C, un peu moins en B2B, c'est pour ça que je vais passer vite, mais néanmoins, je vous ai pris un exemple B2B. Les moteurs de recherche vont évoluer vers des moteurs de réponse. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans son bureau, qui recherche quelque chose pour le travail, met les 3-4 mots-clés qui comptent, mais quelqu'un qui est avec son smartphone ou qui est avec Google Home à la maison, lui pose une question, interagit avec le robot, avec son assistant personnel. Et ça va continuer à se développer. Et donc, vous prenez un exemple. Si vous tapez plan marketing digital, donc du coup moi j'essaye d'apporter une réponse sur le blog de Magneticway avec élaborer son plan marketing digital, quels fondamentaux. Mais si vous allez au bas de la page, vous voyez aussi ce qu'on appelle en anglais les people also asked, donc les autres questions posées. Et là vous voyez qu'il y a des gens qui tapent comment élaborer un plan d'action marketing, comment élaborer une stratégie marketing, c'est quoi le plan marketing. Et donc ça c'est une vraie tendance de fond à prendre en compte parce qu'aujourd'hui, suivant les mots-clés, les people also asked sont en bas de la première page, mais sur certains mots-clés, c'est déjà les premiers résultats. Autrement dit, un boulot qui a été fait très terre à terre avec la gestion des mots-clés entre guillemets et où vous êtes positionné en premier, si le comportement des internautes sur ce type de requête évolue vers du langage parlé et donc de l'interrogation,
vous risquez de descendre si les people as last passent devant. Donc ça, c'est un point qui évolue, qui est assez intéressant à surveiller sur les mots-clés qui vous rapportent du trafic. Et du coup, je voudrais aussi dire un truc sur les mots-clés, c'est l'intention de recherche. En fait, par exemple, Violaine, éditeur de logiciels ERP. Réflexe de base, on va se dire, ok, il faut être premier sur ERP. En fait, ça sert à rien d'être premier sur ERP. Ça sert à rien parce que souvent la requête ERP, elle est indéfinie. C'est ce que je mets dans cette pyramide inversée, c'est Nicolas, notre spécialiste dans l'agence quand même, il faut lui rendre le mérite, hein, c'est lui qui met cette pédagogie là-dessus. Ou l'exemple d'innovation participative, on voit bien que c'est des gens qui sont en avance de phase, qui sont en prise d'information préalable. Ils recherchent l'innovation participative. La personne derrière l'écran ou derrière son smartphone, ça peut être n'importe qui, un étudiant, enfin, c'est peut-être pas forcément quelqu'un de qualifié. Quelqu'un qui va faire du comparatif, il va chercher plutôt système de management des idées. Il va rentrer déjà dans une logique, ok, comment je mets en place cette innovation collaborative, avec quel outil? C'est quoi le système de management des idées? Je prends l'exemple de l'ERP. Typiquement, ERP Cloud, c'est une expression très générique qualifiée en amont. Mais néanmoins, quelqu'un qui cherche cahier des charges ERP, on sait déjà qu'il est en train de réaliser son cahier des charges. Si on peut le capter, c'est pas mal de le capter le plus tôt possible pour les commerciaux. Jusqu'à la fin, où si on cherche logiciel innovation, c'est que c'est en phase d'achat. Si on cherche intégrateur ERP SAP, c'est qu'on cherche un partenaire pour travailler sur son ERP SAP. Alors, je ne vais pas forcément m'attarder beaucoup sur les indicateurs d'une stratégie inbound marketing parce que je ne suis pas du tout expert. Par rapport à 2017, au moment où on a démarré, globalement, tous les indicateurs qu'il fallait améliorer, on les a multipliés par un facteur 3 à 10. C'est extrêmement positif, mais quelque chose qui me parle beaucoup plus si on va sur la slide d'après, c'est qu'en référencement naturel, en 2017, donc vous voyez à gauche, hein, c'était le dernier trimestre de 2017, on avait eu globalement sur ce trimestre-là 450 clics et on nous trouvait uniquement sur le nom de la société ou le nom du produit. Donc, globalement, on était inexistant sur nos terrains de jeu, innovation participative, programme de transformation, gestion de portefeuille de projet, etc. Maintenant, quand on regarde sur le dernier trimestre 2018, on a multiplié le nombre de clics par 10, simplement énorme. Et là où on nous trouvait avant uniquement sur la société et le nom du produit, on nous trouve toujours, bien évidemment, sur le nom de la société et le nom du produit, mais des termes comme innovation participative, gestion de projets d'amélioration continue, MS Project, Alternative MS Project, maintenant nous ramènent un trafic extrêmement important. Donc en fait, un des objectifs initiaux qui était de sortir de l'ombre, grâce à ce référencement naturel, on est passé de l'ombre à la lumière. Et donc, pour convertir, puisqu'une fois qu'on attire les gens, toute la question est de convertir, tout repose sur les contenus. Et donc, du coup, on a souhaité partager avec vous un certain nombre de facteurs clés de succès sur la gestion des contenus. La première chose, c'est de se rappeler que vous avez donc cette phase de cycle de vente qui peut être long et complexe en B2B, et donc de bien se demander, ok, mais si je fais ce contenu, quelle va être sa première utilité? Est-ce que c'est des gens qui sont vraiment en prise d'info initiale? Est-ce que c'est des contenus que je crée pour les gens qui sont plutôt en phase finale? Et c'est ce qu'on met dans ce slide. Vous voyez, quelqu'un qui est en recherche d'infos préalables, typiquement l'article de blog, l'avis d'expert où on confronte deux points de vue, tout ça, les e-books, tout ça, ça va être très bien pour capter les gens le plus tôt possible dans leur process d'achat. Mais dès qu'ils vont comparer les solutions, c'est là où rentre en compte tout ce qui est webinar, tout ce qui va être livre blanc, vous allez beaucoup plus loin dans la problématique, et cette fois, vous y incluez peut-être du produit, des services qui répondent à ces enjeux, jusqu'à la prise de décision finale, où vous êtes dans des feuilles de calcul pour calculer le retour sur investissement ou le coût total de possession de votre solution, des comparatifs. Moi, j'ai des clients qui font des comparatifs entre plusieurs solutions, donc tout ça, c'est très intéressant. Et voilà, c'est bien des choses qui sont à différentes phases du cycle d'achat. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, et aussi de ne pas travailler en mode best effort, donc faire du mieux qu'on peut du lundi au vendredi, mais plutôt de l'organiser dans un calendrier éditorial. Donc je vous invite à aller sur le site de Magnetic Way, sur la page d'accueil, vous avez un call to action qui vous propose de télécharger notre modèle de calendrier éditorial Excel. Donc n'hésitez pas, il y en a qui l'ont déjà fait. Et du coup, ça vous permet de structurer, de savoir pourquoi vous faites ce contenu, qu'est-ce que vous en attendez derrière, quelle va être la conversion, etc., etc. Et moi, je vais partager avec vous 5 facteurs clés de succès quand vous travaillez sur les contenus, si jamais vous preniez la décision d'y travailler vous en interne. La première chose, c'est de parler directement à une seule personne, un seul buyer persona. Si vous cherchez à parler à tout le monde et à tous les secteurs, franchement, vous parlerez à personne et vous n'intéresserez personne. Donc essayez plutôt de vous dire, ok, je prends un seul
buyer persona, un directeur industriel dans tel secteur, un directeur financier dans tel secteur. Faites-lui quelque chose qui est dédié pour lui. Parce qu'il va s'y reconnaître. Et quand il va le voir, il va se dire « ça s'adresse à moi ». Et là, ça lui donnera envie de cliquer. Parce que si vous ne lui donnez pas envie de cliquer, bah, du coup, votre contenu il sera lu que par vous, pour les relectures et par les robots, et donc vous n'irez pas bien loin. Sauf s'il est optimisé pour le SEO, c'est encore différent. La deuxième chose, c'est trouver votre ton. Moi, j'ai trop vu des blogs où lundi, il y a un article hyper sérieux sur la gestion de projet, un truc vraiment intéressant, on prend du plaisir à le lire. Et puis le mardi, il y a un truc avec un humour totalement décalé, alors que la société se présente comme une société de service avec des consultants hyper chers à la journée, hyper sérieux. Moi, ça va pas du tout. C'est essayer de garder un ton qui est homogène. Et si à un moment vous avez choisi d'être expert de quelque chose, restez un peu dans l'expertise. Et puis si vous faites un peu d'humour, n'allez pas non plus trop loin. La deuxième chose, c'est ne générer jamais une déception chez un buyer persona en amont du cycle de vente. Parce que là, le commercial débarque au marketing, il n'est pas content et il a raison de ne pas être content. Donc du coup, ne mentez jamais sur le bénéfice qu'il aura s'il télécharge votre contenu. Si vous lui dites qu'il va apprendre plein de choses et blablabla, comme moi je l'ai déjà vu chez des prospects qu'on a rencontrés, livre blanc sur les meilleures pratiques pour le discrete manufacturing, blablabla, et qu'en fait il s'était gouré, le PDF qu'on téléchargeait s'appelait encore fiche produit avec le nom du produit, et ils avaient juste remis une première page d'intro qui parlait, c'est vrai, des enjeux du discrete manufacturing, mais le reste c'était la page produit. Ben là le prospect c'est terminé. Et donc les commerciaux, ils auront beau appeler, vous avez créé un biais, le marketing a créé un biais négatif dans l'esprit du prospect, et ça c'est la catastrophe. Donc du coup, ne mentez jamais, soyez clairs, dites-lui ce qu'il y a dedans, dites-lui ce qu'il aura, et puis s'il ne télécharge pas, ben, vous savez qu'il faudra faire mieux la prochaine fois. Le dire c'est bien, le montrer c'est encore mieux. Bien sûr que là on illustre l'expertise, etc. Si vous avez des clients qui sont prêts à prendre la parole pour expliquer, c'est encore mieux, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Du coup, moi je vous partage un certain nombre de bonnes pratiques, et puis j'ai 2 clients qui vous expliquent les résultats qu'ils ont obtenus. Ben, vous n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez prendre la parole pour montrer votre expertise et que vous avez un client qui accepte d'être cité, qui accepte de corroborer vos propos, eh ben foncez, parce que ça c'est 10 fois plus puissant que si vous le dites vous. Et la deuxième, c'est rester focus sur l'engagement et la conversion. Si vous faites du contenu pour vous faire plaisir parce que vous avez envie d'embrasser une carrière littéraire, c'est sympa, mais restez focus sur l'engagement et la conversion, ce sera clé pour la performance. Un autre conseil pratique sur les contenus, c'est de travailler ces contenus dans un process qui soit collaboratif, visant à impliquer d'autres collaborateurs internes pour travailler leur personal branding et l'employee advocacy. En effet, les commerciaux, ils sont au contact des clients, ils lisent les appels d'offres, ils lisent les cahiers des charges, ils connaissent leur marché. Donc plus on les implique en amont avec nous et avec l'agence dans la création des contenus, plus on pourra aussi s'appuyer sur eux pour le relais de ces contenus sur les réseaux sociaux. On pourra compter sur eux pour qu'ils soient aussi porteurs de notre communication, de notre notoriété. Et c'est vrai que chez nous, on essaye tout le temps de valider avec eux les plans qu'on fait, les sujets que l'on soulève. Parfois même, ils nous impulsent des sujets sur lesquels ils veulent vraiment communiquer et on peut les signer en leur nom et travailler avec les équipes. Donc là, je prends l'exemple des commerciaux, mais ça peut aussi être des consultants, ça peut être la direction, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment de plus en plus visible sur les réseaux sociaux. C'est important dans nos démarches commerciales. On fait de plus en plus de social selling, mais c'est aussi important dans notre démarche de notoriété. Donc, c'est le premier conseil. Le second, c'est de se dire que quand on investit sur les contenus, ça peut aussi être un investissement à long terme. Par exemple, une des bonnes pratiques chez Unit4, c'est de travailler également avec l'agence de presse sur ces réflexions-là, parce qu'il n'est pas rare que des contenus qu'on écrive pour nos buyers personas, qui soient vraiment des pains pour eux ou des problématiques très concrètes, puissent aussi intéresser certains médias. Donc tout l'enjeu est de réfléchir à la ligne éditoriale de ces médias et de voir dans quelle mesure aussi ces contenus, on va pouvoir les proposer en tribune, en avis d'experts. Donc tout au long de l'année, avec l'agence de presse, on peut aussi publier ces tribunes sur les Échos, sur le Journal du Net. Donc c'est vraiment un investissement qu'on peut voir avec plusieurs facettes. Et du coup, pour la partie promotion de vos contenus, je voulais vous parler de LinkedIn, le réseau social qui en B2B est le réseau social de référence au niveau mondial. En France, il y a 16 millions de membres. Un tiers s'y connecte chaque semaine. Il y en a à peu près la moitié qui sont sur mobile. Et le réseau social est un excellent moyen de valoriser vos contenus.
en naturel ou en publicitaire. Et je ne vous parlerai pas du naturel, mais on peut en parler après dans les questions. Je vais vous parler du publicitaire qui a une vraie puissance. C'est qu'en fait, dites-vous bien, vous avez à 99,9% un profil LinkedIn dans cette salle, j'imagine. Vous y avez renseigné l'entreprise où vous travaillez, le secteur d'activité, toute votre expérience, le poste que vous occupez, les années d'expérience que vous avez, votre niveau hiérarchique est interprétable par la plateforme, vos études, les groupes dans lesquels vous êtes inscrit, est-ce que vous êtes un homme, une femme, quel âge vous avez, etc., etc., etc. Eh bien c'est simple, tout ça, c'est des critères exploitables pour la publicité. Autrement dit, si je veux cibler tous les directeurs financiers des sociétés de services de plus de 500 salariés, mais de moins de 10 000, qui ont plus de 5 ans d'expérience et qui sont inscrits dans le groupe Bonne Pratique ERP, eh bien je peux. Et je peux leur délivrer une publicité qui s'affichera sur leur fil d'accueil au même titre qu'une actualité de quelqu'un de leur réseau. Et donc ça, c'est une vraie puissance et c'est un vrai atout en B2B pour accélérer sur la génération de leads. Et du coup, par contre, on n'est pas du tout sur les CPC d'AdWords. Là, dites-vous bien que quelqu'un qui clique sur une annonce AdWords où vous payez 1 € du clic, vous ne savez pas si c'est un étudiant, vous ne savez pas si c'est un concurrent, vous ne savez rien. Là, par contre, vous savez, quand vous payez 4 € le clic, ou des fois 2 si on optimise bien, des fois 5 sur des cibles hyper concurrentielles et sollicitées, mais vous savez que c'est le DSI d'une boîte qui fait 1000 salariés, qui a plus de 10 ans d'expérience, vous êtes sûr que c'est lui qui est derrière. Donc ça, c'est important. Oui, alors en 2 mots, donc on avait vécu un premier échec sur LinkedIn il y a 4-5 ans. On y est revenu aujourd'hui dans le cadre de notre diversification au niveau des canaux. Moi, je suis complètement fan. C'est vrai que, comme l'a précisé Hervé, on a un niveau de ciblage qui est complètement extraordinaire. C'est-à-dire que vous savez lancer des campagnes sur des personnes qui sont véritablement susceptibles d'être intéressées par ce que vous faites. Voilà. Donc ce ciblage, il est juste extraordinaire. Et donc on a profité de ce contenu pour le ramener sur LinkedIn. Et les résultats sont juste, encore une fois, au-delà de ce que je pouvais espérer. Donc big fan de LinkedIn, même si je ne sais pas où tout ça, ça va évoluer, mais on verra. Ok, le mot de la fin. Alors ici, on a choisi d'illustrer 3 résultats concrets, comme l'annonçait Hervé en introduction. Donc chez Unit4, on a pu voir une hausse de plus 30% de notre trafic en 2017 et de plus de 75% en 2018. Donc c'est des résultats dont on n'est pas peu fiers. Évidemment, ils sont le résultat de notre stratégie SEO. On se rend notamment compte que sur les pages les plus consultées de notre site internet, 13 des 20 premières sont des pages de blog. C'est aussi dû à l'ensemble des contenus que l'on a créés et, comme le disait Hervé, que l'on promeut activement sur LinkedIn à travers les campagnes de LinkedIn Ads, mais que l'on peut aussi, avec Nicolas, promouvoir sur Google avec les Google Ads, les campagnes de display qu'on a lancées. L'ensemble de ces contenus sont vraiment générateurs pour nous d'un certain nombre de conversions, et notamment en 2018, on en a eu 1533, donc des contenus qui ont été téléchargés, qui sont donc arrivés directement dans notre CRM et qui sont donc arrivés directement pour nourrir l'équipe commerciale. Parce qu'il ne faut pas oublier que la toile de fond de toute cette démarche aussi, c'est la génération de leads. Donc c'est un chiffre dont on est fier. Et pour terminer, on a 190 expressions aujourd'hui qui sont dans le top 3 de Google France. C'est un chiffre qui illustre aussi nos objectifs en termes de visibilité. Le conseil de la fin, sans parler chiffres, mais plutôt en parlant humain. Donc il y aurait trois éléments que je voudrais mettre en valeur. Le premier, c'est le fait de travailler main dans la main avec les commerciaux. Vous le savez tous, l'alignement marketing et vente est vraiment essentiel dans notre travail. Chez nous, ça passe par donc ces phases de validation des contenus, mais aussi un accompagnement qu'on a avec eux sur leur profil LinkedIn, le fait de les inciter à mettre des liens vers ces articles pour aussi récupérer du trafic sur notre site internet. On a aussi des outils en interne pour leur proposer facilement de partager des contenus dans leur réseau. On utilise Elevate, pour ceux qui connaissent. Ça nous permet vraiment de travailler main dans la main avec les équipes. Le deuxième message, c'est de s'assurer que les messages qu'on véhicule, ce sont des messages de valeur, de qualité. Et le troisième, c'est de s'assurer qu'on travaille toujours différents canaux. Parce que notre objectif premier, c'est que la première impression avec le buyer personnage soit de qualité. Alors concernant Human Perf, pour rappel, nous on avait 3 objectifs, sortir de l'ombre,
Moi, je considère que c'est chose de fait. On a amélioré, on a multiplié notre trafic sur le site de façon remarquable. On est maintenant présent sur tout un ensemble d'expressions en première page, alors qu'on était complètement inexistant. Donc sortir de l'ombre, ça c'est bon, c'est fait, on va continuer d'améliorer. On avait dit mieux connaître en fait les visiteurs qui viennent sur notre site sans forcément faire une demande de démo. Et on a eu quasiment 1000 téléchargements de contenu, pas si loin de ça que Unit4, où sont quand même beaucoup plus nombreux que nous. Et troisième objectif, ne plus être dépendant d'AdWords. Et aujourd'hui, en fait, notre premier canal, c'est le SEO. Le deuxième, c'est LinkedIn. Et le troisième, c'est AdWords. Donc, encore une fois, objectif coché. En termes de recommandations, on n'est pas sur une logique qui fonctionne en mode one-shot, je vais faire un article, je vais faire un communiqué de presse. C'est vraiment quelque chose qui doit, à mon sens, s'inscrire dans une vision globale. Vous devez savoir où vous allez atterrir dans 12 mois et quel est le chemin que vous allez parcourir pour aller, quelle va être la trajectoire sur ces 12 mois. Donc il faut vraiment avoir une vision globale et une cohérence globale. Nous, du fait de notre taille, parce que voilà, c'est le témoignage d'une petite entreprise, c'est pas quelque chose qu'on pouvait gérer en interne. On a fait le choix de le déléguer à Magnetic Way et je suis vraiment ravi. Mais pour autant, on n'est pas dans une délégation totale. L'expertise, c'est vous qui l'avez. Donc il faut la valoriser avec votre partenaire. Donc ce n'est pas une délégation totale, c'est un partenaire avec lequel vous allez travailler main dans la main. Donc il faut bien le choisir. Et voilà. Heureusement qu'on a enlevé les slides.